chers étudiants, chères auditrices, chers auditeurs, salam alaikum wa ramadan mubarak. La séance d'aujourd'hui, nous allons la consacrer aux indices boursiers d'une façon générale et plus particulièrement les indices de la bourse de Casablanca, à savoir le MASI et le MADEX. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les indices boursiers, ce sont des indicateurs statistiques qui permettent de mesurer la tendance, d'avoir une idée sur la tendance au niveau d'une place boursière quelconque ou bien au niveau d'un secteur d'activité précis. Il s'agit en effet d'un échantillon composé de titres, ou plutôt d'un portefeuille composé de titres. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être des produits dérivés, ça peut être des titres hybrides. D'accord ? On peut trouver donc des indices actions, des indices obligataires, mais dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous focaliser sur les indices actions, notamment les indices MASI et MADEX de la bourse de Casablanca. Alors, comme je viens donc de le dire, les indices permettent de se faire une idée sur la tendance, sur la performance d'une place financière quelconque. Si vous voulez avoir une idée sur la performance de la place de Casablanca, vous n'allez pas vous amuser à calculer la rentabilité de chaque titre coté sur cette place financière. Il suffit de prendre l'indice de points différents de le temps et de calculer la rentabilité pour se faire une idée sur la performance pendant cette période qui peut être un mois, une semaine, une année, etc. D'accord ? Donc, l'utilité principale de l'indice, c'est ça, c'est de nous renseigner sur la tendance. Et c'est l'utilité généralement de tous les indices. Si je prends par exemple les indices des prêts à la consommation, les IPC, leur idée, c'est de nous renseigner sur le coût de la vie, sur une certaine période. C'est la même chose pour les indices boursiers. L'objectif principal, c'est de nous renseigner sur la performance sur une certaine période. Mais pas seulement, parce que les indices boursiers, ils sont également utilisés comme un sous-jacent de certains produits dérivés. On peut trouver par exemple des options sur indices. On peut trouver des contrats à terme de type futures, par exemple, sur des indices boursiers. Les indices boursiers sont également au cœur des modèles d'évaluation des actifs financiers tels que le MEDAF. Comme nous l'avions déjà expliqué, dans le MEDAF, l'un des paramètres centraux de ce modèle, c'est la rentabilité espérée du marché. Et cette rentabilité espérée, elle est généralement approximée par la rentabilité d'un indice. Les indices sont également utilisés pour l'évaluation de la performance des portefeuilles, l'évaluation de la performance des entreprises, l'évaluation de la performance d'un fonds, par exemple. Supposons que vous êtes un gestionnaire de portefeuille, on vous a confié la gestion d'un portefeuille composé d'une dizaine d'actions. D'accord ? La rentabilité annuelle de votre portefeuille est de l'ordre de 10%. Est-ce que cette rentabilité est bonne ou moins bonne ? Vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas affirmer que votre rentabilité est bonne. Il vous faut donc comparer cette rentabilité à un benchmark. Et le benchmark qui est généralement retenu et utilisé dans la pratique, c'est un indice boursier. Donc, si la rentabilité de votre portefeuille est de l'ordre de 10%, alors que la rentabilité du marché est de 5% sur la même période, vous pouvez dire que vous avez surperformé le marché et donc vous avez dégagé une rentabilité anormale de l'ordre de 5%. C'est une rentabilité positive qui témoigne donc de votre bonne gestion. Mais si la rentabilité de l'indice est de l'ordre par exemple de 15%, alors là même avec une rentabilité de 10%, vous ne pouvez pas dire que vous avez excellé dans votre gestion, que vous avez surperformé le marché parce que tout simplement vous n'avez pas pu arriver à battre le marché étant donné que la rentabilité anormale elle est négative, elle est de l'ordre de moins 5%. Donc les indices ils sont utilisés comme un benchmark pour l'évaluation de la performance boursière par les gestionnaires de portefeuille ou encore par les dirigeants d'entreprise. Donc en tant que dirigeant d'entreprise, vous pouvez donc comparer la rentabilité de votre entreprise sur une période à celle de l'indice pour savoir est-ce que vous avez sur ou bien sous-performé le marché. Alors, au niveau de la bourse de Casablanca,
il y avait deux indices qui ont été introduits, qui ont été créés au niveau de la bourse de Casablanca depuis janvier 2002 en remplacement de l'indice général de la bourse de Casa. C'est l'indice MASI et MADEX. Et ces indices ont vu leur méthodologie de calcul modifiée à partir de décembre 2004 suite à un même changement opéré pour le CAC 40 en France. Le Maroc a décidé également, la bourse de Casablanca a décidé également de modifier la méthodologie de calcul de l'indice MASI et MADEX en ne retenant que le flottant, c'est-à-dire, comme on l'a déjà expliqué, la partie des actions qui peuvent être échangées librement en bourse. D'accord? Donc ça, c'était à partir de décembre 2004. Avant de passer à l'explication du flottant, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour donner une classification des indices en fonction de leur mode de calcul. Ce qu'il faut savoir, c'est que on distingue généralement deux catégories d'indices. Les indices équipondérés et les indices pondérés. Alors, pour les indices équipondérés, ce sont des indices où les différents titres ont la même importance, le même poids. C'est-à-dire que chaque titre de l'indice, il a la même pondération, il a la même importance et donc le même poids. Et donc le poids de chaque titre dans l'indice, il est de l'ordre de, si par exemple, nous avons un indice composé de n titres, la pondération de chaque titre serait de l'ordre de 1 sur n. Vous avez un indice de 10 actions, donc la pondération d'un titre X est de l'ordre de 1 dixième. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indices équipondérés. Ils sont très peu nombreux dans la pratique. D'accord? Il n'y a que la famille des indices de value line qui est équipondérée, donc ils sont rares dans la pratique. La plupart des indices, ce sont des indices qui sont pondérés. Et en ce qui concerne cette catégorie d'indices pondérés, on distingue deux modes de pondération. On a la pondération par les prix et la pondération par la capitalisation boursière. La pondération par les prix, il est relativement rare. C'est le cas notamment de l'un des indices qui est le plus ancien dans le monde, à savoir le Dow Jones. C'est un indice de référence aux États-Unis qui est composé de 30 titres et il est pondéré par le prix. D'accord? On a le Nikkei 225 qui est l'indice de référence au Japon. Il est également pondéré par le prix. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la pondération par le prix? On entend tout simplement que l'importance de chaque titre de l'indice va dépendre de son prix. Donc, les titres qui ont un prix élevé seront surpondérés par rapport à des titres qui ont des prix qui sont faibles. L'autre catégorie d'indices pondérés, c'est les indices pondérés par la capitalisation boursière. C'est les indices les plus répandus, les plus utilisés dans la pratique. Ici la pondération, elle est déterminée, quand je parle de pondération, c'est-à-dire l'importance, c'est le poids, l'importance du titre dans l'indice, dans le portefeuille. L'importance du titre dans l'indice, elle est déterminée en fonction de sa capitalisation boursière. Si la capitalisation boursière est importante, le titre serait surpondéré par rapport à un titre dont la capitalisation est faible. Et dans cette catégorie de titres qui sont d'indices pondérés par la capitalisation boursière, on distingue deux sous-catégories. On a les indices pondérés par la capitalisation boursière globale et les indices pondérés par la capitalisation flottante, c'est-à-dire qu'on ne retient que le flottant. C'est le cas du MASI ou du MADEX. Le MASI ou le MADEX, ce sont des indices pondérés par la capitalisation flottante. Le CAC 40, c'est un indice qui est pondéré par la capitalisation flottante. D'accord? Donc, je le répète encore une fois, donc la plupart des indices utilisés au niveau du marché des actions, ce sont des indices qui sont pondérés par la capitalisation boursière. C'est le cas du DAX, par exemple, c'est le cas du CAC 40, c'est le cas de l'indice américain, le SP 500, c'est le cas des indices FTSE, qui sont des indices de la place de Londres, etc. Alors, ce facteur, pourquoi il y a eu ce changement? Pourquoi on ne retient plus que le flottant pour le calcul de l'indice, aussi bien pour le CAC 40 que pour
le MASI et le MADEX, tout simplement parce que le fait de retenir la capitalisation flottante va permettre de rendre l'indice plus liquide. Parce que comme vous le savez, la partie flottante, c'est la partie qui est liquide des actions de l'entreprise. L'autre partie non flottante qu'on appelle la partie stratégique, c'est une partie qui ne peut pas faire l'objet de transactions en bourse, il ne peut faire l'objet de transactions que de gré à gré, et en ce sens, c'est une partie qui n'est pas, ce sont des actions qui ne sont pas liquides. Donc l'objectif principal, c'était surtout en fait de permettre d'améliorer la liquidité de l'indice, surtout pour les gestionnaires de portefeuille qui utilisent la gestion passive. Bien, vous avez ici un exemple. Au moment de la création du MAS et du MADEX, la BMCE, il avait un flottant de 40%. Ça veut dire qu'il y a 40% des actions composant le capital de la BMCE qui peuvent faire l'objet de transactions en bourse. Alors que pour l'entreprise Diak Équipement, le flottant il est de l'ordre de seulement 10%. Plus récent, un exemple plus récent, c'est le cas de Immorent Invest. C'est un opérateur immobilier qui est coté à la bourse de Casablanca. Comme vous pouvez le constater ici, suite à son introduction en bourse, le flottant il est de l'ordre de presque 61%. Ça veut dire qu'il y a 61% des actions de Immorent Invest qui peuvent faire l'objet de transactions en bourse, alors que le reste, c'est des participations stratégiques détenues par des actionnaires stables, un groupement d'actionnaires stables. Et donc, ils ne peuvent pas faire l'objet de transactions au niveau du marché central. Ces actions peuvent être achetées et vendues seulement de gré à gré. Bien. Alors, le flottant, quelle est sa fréquence de calcul? Donc, on a une fréquence de calcul normale et on a donc le flottant peut être calculé selon une fréquence normale annuelle, d'accord, mais il peut également subir des changements en cas de variation exceptionnelle venant à impacter le capital de l'entreprise en question. Alors, d'une façon générale, le flottant il est communiqué par l'entreprise cotée à la bourse de Casablanca et il est arrondi à la bande supérieure par palier de 5. Ça veut dire si le flottant de votre entreprise est de l'ordre de 52%, il sera arrondi à la bande supérieure par palier de 5. Ça veut dire que le flottant qui sera retenu pour le calcul du MASI ou du MADEX, c'est 55%. D'accord? Vous avez un flottant de 17, le flottant qui sera retenu, c'est 20%, et ainsi de suite. Donc, ce flottant, comme je viens de le dire, il est révisé annuellement, le 16 juillet, le dernier jour de bourse précédant le 16 juillet, et il prend effet le premier jour de bourse du mois de septembre. Donc ça, c'est les révisions normales. D'accord? Mais il y a des révisions exceptionnelles du flottant qui peuvent avoir lieu si le flottant vient à être impacté, si le flottant vient à être impacté de au moins 5%. Si par exemple il y a une opération sur titre qui a entraîné une baisse ou bien une augmentation du flottant d'une entreprise X d'au moins 5%, on ne va pas attendre la révision annuelle pour prendre en considération ce changement. Ce changement sera pris immédiatement dans le cadre de ces révisions exceptionnelles. Alors vous avez ici deux exemples de révisions exceptionnelles du flottant. C'est le cas d'une augmentation du capital. Une augmentation du capital peut entraîner éventuellement une augmentation du flottant de l'entreprise. Si cette augmentation dépasse 5%, ou bien s'il est de l'ordre de au moins 5%, il convient de la prendre en considération pour le calcul de l'indice. Un autre exemple de changement du flottant, d'opérations qui peuvent entraîner le changement du flottant, c'est les offres publiques. Par exemple, une OPA. Une OPA, elle peut entraîner une baisse du flottant. Supposons par exemple une entreprise dont 100% des actions sont flottantes. C'est juste un exemple. Supposons qu'on a 100% des actions qui sont flottantes et que cette entreprise elle a fait l'objet d'une OPA. Et que suite à cette OPA, cette offre publique d'achat,
l'acquéreur il a pu acquérir 40% des actions de cette entreprise. Donc les 40% ils seront exclus du flottant. Donc le flottant il passera de 100% à seulement 60%. Il s'agit là donc il convient donc de faire donc une révision exceptionnelle qui sera prise en compte notamment pour le calcul de l'indice MASI et MADEX. Alors, quelles sont les actions qui sont prises en compte pour le calcul du flottant? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un raisonnement par élimination. Ou plutôt, on va faire voilà, un raisonnement par élimination, c'est-à-dire qu'on va éliminer les actions on va éliminer les actions qui ne sont pas flottantes. À commencer par les actions d'autocontrôle. Alors, l'autocontrôle, on a deux types d'autocontrôle, l'autocontrôle direct et l'autocontrôle indirect. L'autocontrôle direct, ça veut dire que l'entreprise, elle contrôle, par exemple, directement 10% de ses actions. En d'autres termes, l'entreprise, elle avait racheté dans le passé 10% de ses actions. Nous avons déjà expliqué qu'est-ce qu'on entend par le rachat d'actions, quelles sont ses motivations. D'accord ? Donc une entreprise qui a racheté 10% de ses actions seront conservées dans ce qu'on appelle un portefeuille d'autocontrôle. Ok ? Ils ne seront donc pas prises en compte dans le flottant. Ce ne sont pas des actions flottantes. D'accord ? Donc ça c'est l'autocontrôle direct. On a également l'autocontrôle indirect. Et c'est ce qu'on explique ici. Ce sont les actions de la société cotée détenues par des sociétés contrôlées par la société cotée. Pour expliquer cela, quoi de mieux que de prendre un schéma. Donc vous avez le schéma suivant qui vous explique ce qu'on entend par l'autocontrôle indirect. Donc nous avons l'entreprise A, c'est l'entreprise qui nous concerne, c'est l'entreprise qui est cotée. Cette entreprise, il détient 70% du capital de la société B. Donc l'entreprise A, elle contrôle, ou bien la société A, elle contrôle la société B, puisqu'il détient plus de 50% des droits de vote au niveau de la société B. Ok ? La société B à son tour, elle détient 50% des actions de la société A. Donc, on peut dire que la société A, elle contrôle indirectement, ou bien elle détient indirectement 50%, d'accord, 50% de son propre capital. Okay? La société A, elle contrôle indirectement, via la société B, 50% de son propre capital. Donc, les 50% seront exclus du flottant. Ils ne seront pas pris en compte pour le calcul du flottant. Ça aurait été ici 30%. On ne peut pas parler de contrôle ici. Donc, A, il ne contrôle pas B. Il ne détient pas 50% plus une voix. Donc, A ne contrôlant pas B, il y a une rupture de la chaîne de contrôle. Même si B détient 50% dans le capital de A, les 50% ne seront pas exclus du flottant parce qu'on n'a pas de contrôle indirect. Donc on parle d'un contrôle indirect si la société cotée contrôle une autre société et que cette autre société elle détient un certain nombre d'actions dans le capital de la société cotée. D'accord ? Donc les actions d'autocontrôle indirect sont également exclues. Donc que ce soit les actions d'autocontrôle direct ou indirect, ils ne sont pas prises en compte dans le calcul du flottant. Autre action exclue, c'est les participations détenues par l'État. Donc l'État détient des actions dans certaines entreprises cotées et ces participations sont exclues du flottant. Les actions détenues directement ou indirectement par les fondateurs. Donc en tant que fondateur d'une entreprise, vos actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du flottant. Les blocs de contrôle, c'est-à-dire les actions détenues par les personnes morales et qui exercent un contrôle au sens de l'article 144. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'article 144 de la loi sur les sociétés anonymes? D'après cet article, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'il détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité. C'est-à-dire si une société détient plus de 50% des droits de vote d'une autre société. D'accord ? Lorsque cette société dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu
avec les autres actionnaires. D'accord? Donc, s'il y a par exemple un pacte d'actionnaires au terme duquel il y a un accord avec d'autres associés et que cette société va pouvoir, grâce à ce pacte d'actionnaires, avoir la majorité des droits de vote. Donc, dans ce cas-là, on parle également de contrôle, direct ou indirect. Lorsque cette société détermine en fait par les droits de vote dont il dispose les décisions de l'Assemblée générale. Si une société détermine, il impose, il arrive donc à déterminer et à influencer les décisions prises par l'Assemblée générale, ça veut dire que cette société, il exerce un contrôle au sens de l'article 144. Enfin, on parle également de contrôle au terme de l'article, au sens de l'article 144, si une société détient au moins ou bien une fraction supérieure à 40% du capital et que aucune autre société, aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure à 30%. Dans ce cas-là, même avec une fraction inférieure à 50%, dans ces conditions, on suppose donc ici que cette entreprise il a le contrôle, toujours au sens de l'article 144 de la loi 1795. Autre action exclue du flottant, c'est les actions liées par un pacte d'actionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un pacte d'actionnaires? Je viens d'en parler. Alors, un pacte d'actionnaires, c'est tout simplement, c'est un contrat de droit privé qui est généralement confidentiel. Il est signé entre un certain nombre d'actions au terme duquel ces actionnaires vont agir, par exemple, collectivement si un certain nombre d'événements surviennent, par exemple. Supposons qu'on a par exemple une clause de préemption, on peut l'insérer dans un pacte d'actionnaires. Une clause de préemption, c'est-à-dire qu'un actionnaire qui souhaite vendre ses actions, il doit les proposer d'abord aux actionnaires en place avant de les proposer aux actionnaires extérieurs. Donc ça, c'est une clause qu'on peut insérer dans un pacte d'actionnaires. Donc là, un pacte d'actionnaires, on peut le voir comme étant un complément des statuts, parce que les statuts sont publics, ils sont portés à la connaissance du public, alors que le pacte d'actionnaires, il est généralement confidentiel, donc on peut donc y insérer certaines clauses qu'on ne souhaite pas porter à la connaissance du public. Autre participation ou bien autre action exclue du flottant, ce sont les participations qui sont jugées stables, c'est-à-dire les participations d'au moins 5% du capital qui sont détenues pendant au moins 3 ans. Donc ces actions aussi sont exclues du flottant. Le reste donc, ce sont des actions qui sont flottantes et qui sont prises en compte dans le calcul de l'indice MASI et MADEX. Alors, tout à l'heure, donc, on a parlé de la capitalisation. Donc, la capitalisation boursière, c'est tout simplement le nombre de titres composant le capital multiplié par le cours boursier. C'est un indicateur de taille de l'entreprise. Ça veut dire en d'autres termes, si vous souhaitez avoir une idée sur la taille d'une entreprise cotée, vous pouvez calculer sa capitalisation boursière. Vous pouvez donc classer les actions cotées ou bien les entreprises cotées sur la bourse de Casablanca en fonction de leur taille, en retenant comme critère, comme proxy, la capitalisation boursière. La capitalisation boursière globale au niveau d'un indice, c'est la capitalisation, c'est la somme des capitalisations boursières des actions composant cet indice. La capitalisation boursière globale d'une place financière, c'est tout simplement la somme des capitalisations boursières de toutes les actions cotées au niveau de cette place financière. Alors, au niveau de la bourse de Casablanca, nous avons une panoplie d'indices, mais bien évidemment, les indices de référence, ce sont l'indice MASI et l'indice MADEX. Le MASI, c'est un indice qui est composé de toutes les actions cotées au niveau de la BVC. C'est le Moroccan All Shares Index. Il intègre c'est un indice bien évidemment flottant, hein, qui intègre toutes les valeurs cotées au niveau de la bourse de Casablanca. Et le MADEX, il n'intègre que les titres qui sont liquides et qui sont donc en ce sens cotés en continu au niveau de la place de Casablanca et qui sont actuellement de l'ordre de 50. Le MASI, il intègre, je pense, 74 entreprises
et le MADEX, c'est 50 entreprises. Un autre indice pour la bourse de Casablanca, c'est le CFG25 qui est développé, qui est créé par le promoteur des indices CFG Group, Casa Finance Group. Il intègre les 25 actions les plus représentatives du marché boursier marocain. Un autre indice relativement récent qui est un indice thématique, c'est l'indice Casablanca ESG 10. C'est un indice qui intègre les entreprises qui sont socialement responsables. Ces entreprises, elles sont sélectionnées selon des critères de type, voilà, on a des critères liés au respect de l'environnement, des critères sociaux, des critères de gouvernance. Et donc, c'est un indice de référence en matière de responsabilité sociale au Maroc. Autre indice, c'est l'indice, deux indices développés par le promoteur FTSE en partenariat avec la bourse de Casablanca. On a l'indice FTSE Morocco 15 Index et le Morocco All Index. Le Morocco 15 Index, il est composé des 15 actions les plus importantes en termes de taille au niveau de la bourse de Casablanca. Et le All Liquid, il est composé, c'est un index qui est à peu près similaire au MASI. Il est composé des actions les plus liquides au niveau de la bourse de Casablanca. Enfin, on a des indices sectoriels qui permettent de se faire une idée sur les tendances et la performance au niveau des différents secteurs d'activité au Maroc. On a les indices sectoriels des secteurs bancaires, secteur financier, secteur agricole, agroalimentaire, etc. Bien. Alors ici, nous avons une screenshot du MADEX extraite de Bloomberg le 6 mars 2020. Il nous donne quelques statistiques, quelques informations sur cet indice de référence de la place de Casablanca, qui nous donne quelques informations sur l'indice MADEX. Alors, à commencer par une explication de l'indice. Donc, le MADEX Index is a free float index comprising the most active shares listed continuously on the Casablanca Stock Exchange, created January 2nd. Donc là, on vous dit que le MADEX est un indice qui est basé sur le flottant, la free float, d'accord. Et il est composé des actions les plus liquides qui sont cotées en continu, qu'on va le voir par la suite. Donc, on a des actions qui sont cotées en continu et d'autres qui sont cotées au fixing et qui a été créé le 2 janvier 2002. Alors, quelques informations ici, à commencer par l'ouverture, l'opening price, le cours le plus élevé pendant la séance de cotation. On est bien ici le 6 mars 2020, donc c'est une copie d'écran relativement récente. Le low, c'est-à-dire le cours le plus bas pendant la séance de cotation, et le cours de clôture de la veille, qui est de 9647 points. Donc, actuellement, l'indice, il cote 9345 points, et il est en rouge parce que c'est une cotation qui est inférieure au cours de clôture de la veille. D'accord. Donc, l'indice, il a perdu 301 points, 33 par rapport à la veille. Bien, alors vous avez ici le graphique de l'indice. On voit bien ici une baisse significative à partir de fin février, suite certainement à la crise du Covid-19. C'est ce qui est normal parce que cette crise avait impacté quasiment toutes les sociétés cotées à la bourse de Casablanca. Alors, quelques informations ici concernant l'indice. Le volume de transactions, l'index market capitalization, donc là c'est la capitalisation boursière globale de l'indice. Il est de l'ordre de 120 milliards de dirhams. Le divisor, alors ici c'est le divisor, c'est un facteur d'ajustement qui est utilisé pour corriger la capitalisation boursière de l'indice, la capitalisation boursière d'origine, pour tenir compte des opérations sur titre et donc pour pouvoir assurer la continuité de l'indice dans le temps. On va y revenir. On va revenir sur ce paramètre lorsqu'on va traiter la méthodologie de calcul du MASI et du MADEX dans les slides qui vont suivre. Les trading hours, c'est
horaires de cotation. Donc les séances de cotation, donc une séance de cotation, ça commence à 9h à la Bourse de Casablanca et ça prend fin à 15h30. Currency, donc c'est la devise, c'est le dirham bien évidemment. Alors vous avez ici la performance annuelle de l'indice, elle est négative, moins 5,78%, c'est-à-dire c'est une comparaison entre la valeur de l'indice aujourd'hui par rapport à la même valeur il y a un an. Et donc ici on a une performance qui est négative, une performance annuelle de moins 5,78% à cause là encore bien évidemment de la crise du Covid-19. Vous avez ici quelques ratios financiers, à commencer par le price earning. Le price earning, il est de l'ordre de presque 22. Le price earning, on l'a déjà expliqué, c'est un multiple boursier qui permet de valoriser les actions. Il est calculé, on l'appelle également en français le coefficient de capitalisation des résultats. C'est le cours boursier divisé par le bénéfice par action. Donc le cours boursier sur le bénéfice par action ici, pour les actions du MADEX, il est de l'ordre de 22, presque, un peu moins de 22. Ça veut dire qu'en moyenne, les actions du MADEX, ils sont valorisés 22 fois leur bénéfice par action. D'accord ? On a ici le dividend yield. Le dividend yield sur une année, sur les 12 derniers mois, il est de l'ordre de 3,76. Ça veut dire, le dividend yield, c'est le rendement, c'est le dividende sur le cours boursier. Donc 3,76, ça veut dire tout simplement que chaque 100 dirhams investis par un actionnaire dans les actions du MADEX, les 100 dirhams vont lui rapporter 3,76 dirhams de dividendes. Donc c'est un retour sur investissement en termes de dividendes. Alors vous avez ici les members, c'est-à-dire la composition de l'indice. Il est composé, comme on l'a dit tout à l'heure, de 50 titres, les plus liquides. 5 actuellement affichent une tendance à la hausse, par contre, c'est-à-dire des rentabilités positives. Par contre, il y a 33 actions du MADEX le 6 mars 2020. Il y a 33 actions qui affichent une rentabilité négative, d'accord, à cause, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, principalement du Covid-19. Et il y en a 12 actions qui n'affichent aucune variation, c'est-à-dire que leurs rentabilités sont nulles. Ça veut dire en d'autres termes que les cours sont encore stables pendant cette séance de cotation du 6 mars 2020 pour ces 12 actions. Vous avez ici les leaders et les laggers. Les leaders, ce sont en fait les actions qui affichent les rentabilités les plus élevées. D'accord ? Vous avez la rentabilité la plus élevée ici, elle est affichée par la société Disway, presque 10% pendant cette séance de cotation. Et on a ici les laggers, c'est-à-dire les titres qui affichent les rentabilités les plus basses. D'accord ? Vous les avez ici, donc ce sont des rentabilités négatives qui vont aussi jusqu'à presque moins de 10%. Alors, plus de détails toujours sur l'indice MADEX. Vous avez ici quelques ratios, quelques multiples et quelques ratios financiers. Donc, dans le premier panel, vous avez des multiples d'évaluation. D'accord ? Et dans le deuxième panel, vous avez les fundamentals. C'est les fondamentaux, c'est des ratios financiers, ce sont des ratios comptables. D'accord ? Donc, ici, les valuation metrics, ce sont des ratios, bien des multiples qui utilisent des données boursières, alors que là, vous avez des ratios qui utilisent seulement des valeurs comptables. Alors, à commencer par les valuation metrics. Les valuation metrics, ce sont les multiples d'évaluation qui permettent de faire l'évaluation des actions. Donc, à commencer par le price earning, qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Donc, on voit ici donc, les valeurs historiques pour 2016, 2017, 2018, 2019, puis l'année en cours, c'est-à-dire depuis le 1er janvier jusqu'au 6 mars, la date de la prise de copie d'écran, et des forecasts, des prévisions faites par les analystes financiers pour 2020 et pour 2021. On voit bien ici que en 2019, les entreprises du MADEX, ils sont cotés à un peu plus de 23, ils étaient cotés en 2019 à un peu plus de 23 fois leur bénéfice par action.
en 2019, en moyenne, d'accord? On s'attend, bien les analystes financiers, ils s'attendent à ce que ces entreprises ne soient plus cotées que un peu plus de 17 fois leur bénéfice par action en 2020 et presque 16 fois leur bénéfice par action en 2021. Donc on voit bien ici, là encore, les conséquences du Covid-19 sur la performance des entreprises du MADEX. On a ici une baisse significative du price earning pour ces entreprises, sachant que le price earning, comme nous l'avions déjà expliqué en cours, en amphi, le price earning, c'est un multiple, effectivement, qui permet de valoriser les actions, mais aussi c'est un multiple qui permet de nous renseigner sur les opportunités de croissance profitable de l'entreprise. Donc ça veut dire en d'autres termes ici qu'on s'attend à ce que les opportunités d'investissement et les opportunités de croissance de ces entreprises baissent significativement en 2020 et en 2021 à cause de la crise du Covid actuelle. Le price earning, il est également utilisé dans la pratique comme un indicateur de sur- ou de sous-évaluation du titre. Il est très utilisé dans ce sens par les gestionnaires de portefeuille. Par exemple, si vous êtes gestionnaire de portefeuille et que vous repérez par exemple une entreprise qui a un price earning qui se détache nettement à la hausse des price earnings des autres actions dans le même secteur d'activité, vous pouvez suspecter cette entreprise d'être surévaluée. Et donc, si vous l'avez dans votre portefeuille, il est peut-être temps de vendre ou de liquider donc cette entreprise parce qu'il faut s'attendre à ce que son cours baisse dans le futur. Et vice-versa, si vous avez repéré dans un secteur d'activité quelconque, par exemple, qu'une entreprise est là, un price earning qui est largement inférieur à la moyenne, donc là, vous pouvez suspecter encore cette entreprise d'être sous-évaluée et donc il convient de l'acheter parce que on peut s'attendre à ce qu'il prenne de la valeur dans le futur. Alors, donc ça c'était le price earning. On a le price earning positif, ça veut dire le price earning qui exclut qui prend en considération seulement les price earning positifs. Donc ici c'est la moyenne qui est calculée et ne prend en considération que les valeurs positives parce que le price earning il peut être négatif, d'accord, si le résultat par action est négatif. Vous avez le price earning before extraordinary items. Donc là, c'est le price earning qui ne prend en considération que les éléments récurrents, c'est-à-dire il est basé sur le résultat courant, c'est-à-dire en d'autres termes qu'on exclut les éléments exceptionnels. Puis nous avons un autre multiple sur le price to book ou bien le market to book. Le price to book, c'est tout simplement la capitalisation boursière divisée par la valeur comptable des capitaux propres. D'accord? C'est-à-dire la valeur de marché des capitaux propres, c'est la capitalisation boursière, divisée par la valeur dans les livres, la valeur comptable, la book value des capitaux propres. Alors, la capitalisation boursière, elle est basée sur le cours des actions. C'est une valeur en ce sens qui est prospective, parce que, comme nous l'avions déjà expliqué, le cours d'une action, elle dépend des résultats futurs, des cash flows futurs attendus de cette entreprise ou bien de cette action. Donc, on a donc une valeur prospective divisée par une valeur historique. Les valeurs comptables dans le bilan de l'entreprise ou bien dans les états financiers de l'entreprise, ce sont des valeurs historiques. D'accord? Donc ici, nous avons une moyenne en 2019 de 2,73. Ça veut dire tout simplement que les actions ou bien les entreprises du MADEX, ils sont valorisés en moyenne à un prix qui est égal à 2,7 fois leur valeur comptable des capitaux propres. D'accord? Donc, une entreprise du MADEX, elle est en moyenne valorisée 2,7 fois la valeur comptable de ses capitaux propres. Les autres multiples qu'on a ici, c'est les multiples EV sur sales. Alors, EV, c'est l'enterprise value. C'est la valeur de marché, c'est la valeur globale. Attention, c'est la valeur globale de marché de l'entreprise. Alors, c'est la capitalisation boursière et la valeur de marché des capitaux propres. Le V, l'enterprise value, c'est la valeur de marché
globale de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de marché des actifs. Et lorsqu'on parle de valeur de marché des actifs, au niveau passif, ça veut dire que on a la valeur de marché des capitaux propres plus la dette. On n'a pas seulement la valeur de marché des capitaux propres, mais aussi celle de la dette. Donc, l'enterprise value, c'est tout simplement la valeur de marché des actifs. Donc, c'est la valeur de marché des capitaux propres plus la valeur de marché de la dette financière, rapportée au chiffre d'affaires. D'accord? Donc, ça veut dire que les entreprises du CAC 40, ils ont une valeur globale moyenne, pardon, les entreprises du MADEX, excusez-moi, ils ont une valeur globale, une valeur de marché globale moyenne qui est égale à un peu plus de 3 fois leur chiffre d'affaires. D'accord? Après, vous avez le EV sur le EBIT. EBIT, c'est le Earning Before Interest and Taxes. Donc ça, c'est l'équivalent des résultats d'exploitation. Donc, l'enterprise value, la valeur globale de marché de l'entreprise rapportée à son résultat d'exploitation, elle est en moyenne égale à presque 14 en 2019. Ça veut dire que les entreprises du MADEX, elles sont valorisées 14 fois leur résultat d'exploitation en termes de valeur globale. D'accord? Puis vous avez le EV sur les EBITDA. Alors, l'EBITDA, c'est le Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. C'est l'équivalent de l'EBE. D'accord? Donc, même interprétation. Donc, les entreprises du MADEX, ils sont valorisées en moyenne 11 fois leur EBE en termes de valeur globale de marché de l'entreprise. Puis, vous avez le dividend yield. Alors, le dividend yield, c'est le dividende sur le cours boursier. On l'a déjà expliqué, le rendement moyen des entreprises du MADEX, il est de l'ordre de 3,54. Ça veut dire pour chaque dirham investi dans ces actions du MADEX, vous aurez en tant qu'actionnaire un retour de 3,54 centimes de dividende. Dans le deuxième panel, vous avez certains ratios comptables qui vous donnent une idée sur la performance des entreprises du MADEX. À commencer par la gross margin, c'est la marge brute. Donc malheureusement, on n'a pas d'informations en ce qui concerne cet indicateur. L'operating margin. Alors l'operating margin, c'est la marge opérationnelle ou bien la marge d'exploitation. C'est tout simplement le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires. Donc les entreprises du MADEX, ils ont une rentabilité ou bien une marge d'exploitation de l'ordre de 22,5%. Ça veut dire sur chaque dirham de chiffre d'affaires, les entreprises du MADEX arrivent ou bien parviennent à réaliser un résultat d'exploitation de 22,5 centimes. Vous avez la profit margin. La profit margin, c'est la marge nette. C'est le résultat net sur le chiffre d'affaires. Sur chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, les entreprises du MADEX réalisent en moyenne en 2019 un résultat net de 11,8 dirhams. Puis vous avez le return on assets, c'est la rentabilité des actifs. Il est calculé par Bloomberg comme étant le résultat net sur le total des actifs. Donc c'est la méthode qui est généralement retenue par les Américains. Mais dans le contexte marocain ou bien dans le contexte européen, le return on assets, il est calculé non pas en utilisant le résultat net, mais en utilisant le résultat d'exploitation après impôt rapporté au chiffre d'affaires. Enfin, on a le return on equity, c'est la rentabilité financière. La rentabilité financière, c'est-à-dire le résultat net sur les capitaux propres. Donc la rentabilité financière moyenne des entreprises du MADEX en 2019, il est de l'ordre de 12,44%, c'est-à-dire sur chaque 100 dirhams investis par l'actionnaire et par les actionnaires du MADEX, ils ont reçu 12,44 dirhams de résultats nets. Une troisième et dernière copie d'écran, elle concerne la composition du MADEX avec les différentes pondérations. Donc on voit bien ici que la pondération la plus importante, c'est celle de Maroc Télécom. C'est la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière au Maroc. Et sa capitalisation boursière non plafonnée bien sûr, elle est de l'ordre de 21,38%, suivi de la Tijari Bank, etc. Donc vous avez donc ici un classement en termes de taille des entreprises du MADEX, tel que approximé par la capitalisation
boursière. Et la capitalisation boursière, c'est tout simplement le nombre d'actions multiplié par le cours de l'action. Alors, toujours en matière de calcul des indices MASI-MADEX, il faut savoir que les capitalisations, les composants de l'indice ne doivent pas dépasser 20%. Ils sont plafonnés à 20%. En d'autres termes, si je prends l'exemple précédent de la composition de l'indice MADEX fourni par Bloomberg dans la screenshot précédente, on a l'action Maroc Télécom, il représente plus de 21% de la capitalisation globale flottante du MADEX. Ce pourcentage sera ramené à 20%. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on va plafonner la capitalisation de Maroc Télécom à 20%. Donc les différents titres, les différentes actions composant le MADEX ou le MASI également, ils ne doivent pas dépasser 20%. L'objectif ici est bien évidemment d'avoir un indice qui est suffisamment diversifié. Parce que si on suppose que, par exemple, on a une action qui représente, en termes de capitalisation boursière, 50% de l'ensemble de l'indice, ça veut dire tout simplement que la performance, bonne ou mauvaise, de l'indice dépendrait à hauteur de 50% de la performance de l'entreprise en question. D'accord? Donc, on a donc ici un risque qui est important. On a donc un indice qui n'est pas très bien diversifié. Donc, l'objectif derrière ce plafonnement des pondérations, c'est bien évidemment d'avoir un indice qui est diversifié et donc qui est représentatif du marché. Ce facteur de plafonnement, comme le facteur flottant, ils sont révisés annuellement, mais il peut y avoir aussi des révisions exceptionnelles pour les valeurs dont la capitalisation de l'indice vient à être modifiée significativement suite à des opérations exceptionnelles telles que par exemple des augmentations du capital. Alors, quelle est la formule de l'indice MASI au MADEX? On va voir l'ancienne formule, puis la deuxième formule, la formule récente. Alors, la formule ancienne, c'est-à-dire la formule qui était utilisée jusqu'à décembre 2004, et la formule que vous avez ici. Donc, la valeur de l'indice, elle est égale à 1000, c'est la valeur de base, d'accord, multipliée par quantité fois le cours boursier. Donc, ici, nous avons la capitalisation boursière à l'instant T, divisé par B0, c'est la capitalisation boursière de base. D'accord? La capitalisation boursière de l'année de base de l'indice, parce que les indices, généralement, bien, tous les indices, ils ont une année de base. Si vous prenez le cas des indices des prêts à la consommation, ils ont une année de base. Même chose pour les indices des indices boursiers. L'année de base du MASI ou du MADEX, c'est fin 91. Donc, B0, c'est tout simplement la capitalisation de base au 31-12-91 multiplié par un facteur d'ajustement dont on a parlé tout à l'heure, le fameux divisor dont on a parlé dans la screenshot de Bloomberg. Le facteur, le coefficient d'ajustement de la capitalisation de base, il permet en fait de corriger la capitalisation boursière d'origine pour tenir compte en fait des différentes opérations sur titres qui ont eu un impact sur les différentes capitalisations boursières des différentes entreprises depuis la création de l'indice, dans l'objectif bien sûr d'avoir une continuité dans l'indice et donc d'éviter les ruptures. D'accord? Alors les exemples d'opérations sur titres qui peuvent avoir des exemples d'opérations d'une façon générale qui peuvent avoir une incidence sur les capitalisations boursières de l'indice et donc sur la valeur de l'indice. On a les augmentations de capital, les réductions de capital, les distributions de dividendes, les modifications dans la composition de l'indice. Il y a des sociétés qui quittent l'indice et d'autres qui entrent dans l'indice. Donc tous ces éléments-là font qu'il y a des changements qui ne devraient pas donc impacter la performance de l'indice et donc il nécessite un ajustement et cet ajustement il est fait d'une façon continue en utilisant un
un coefficient d'ajustement. Donc l'objectif de ce coefficient d'ajustement, c'est d'ajuster la capitalisation boursière de l'indice pour tenir compte de ces opérations et donc d'assurer la continuité temporelle de l'indice. Alors, donc ça c'était l'ancienne formule. Alors la formule basée sur le flottant, donc suite au changement intervenu décembre 2004, comme vous pouvez le constater, donc on a gardé la même formule. Ce qui a changé, c'est au niveau donc du numérateur. Regardez, donc auparavant donc on avait quantité fois le cours boursier, mais là on a opéré deux ajustements. Le premier, c'est en introduisant le facteur flottant, le petit f. D'accord? Petit f multiplié par quantité fois le cours, donc ça veut dire qu'on ne va retenir que la capitalisation flottante, multiplié par, le cas échéant, le facteur de plafonnement. Donc ça veut dire si une valeur dépasse les 20%, on va la multiplier par un facteur de plafonnement. Pour les autres valeurs qui ne dépassent pas les 20%, ils auront un facteur de plafonnement qui est égal à 1. Ça veut dire qu'ils ne seront pas, que leur capitalisation ne sera pas impactée. D'accord? Donc deux changements. C'est l'introduction du flottant et le plafonnement des différentes valeurs à 20%. Alors, pour mieux comprendre la différence entre le flottant, le fait d'utiliser la capitalisation globale et la capitalisation flottante, on va prendre un exemple sur Excel. Alors, prenons un exemple d'un indice composé de 3 valeurs. X, Y, Z. Donc, vous avez le nombre d'actions dans le capital de chaque action, de chaque entreprise, X, Y et Z, et vous avez le pourcentage de facteur flottant. Ça veut dire que pour l'action X, il y a 80% des actions qui sont flottantes, 50% pour Y et 75% pour Z. Et vous avez ici la valeur de l'indice à l'instant 0, d'accord, T0, pardon, les cours des actions à l'instant 0 et le cours à l'instant 1 et le cours à l'instant T2. On va essayer donc de calculer l'indice à l'instant 1 et à l'instant 2 en utilisant la capitalisation globale dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, en ne retenant que la capitalisation flottante. D'accord? Alors, calculons l'indice pondéré. Alors, on est bien ici dans la catégorie des indices pondérés. Alors, on va commencer par le calcul de l'indice pondéré par la capitalisation boursière, puis, dans un deuxième temps, on va faire le calcul en utilisant seulement la capitalisation flottante. Alors, quelle est la valeur de l'indice à l'instant 1? Elle est tout simplement égale à, donc, le nombre d'actions multiplié par le cours boursier à l'instant 1 pour l'action X, donc c'est un indice pondéré par la capitalisation globale, donc plus 100 multiplié par 500, plus 110 multiplié par 1 million, d'accord, le tout divisé par la capitalisation boursière de base, c'est-à-dire la capitalisation à l'instant 0, 75 multiplié par 300, plus 105 multiplié par 500, plus 100 multiplié par 1 million. Voilà. Donc le tout multiplié, supposons que la valeur de l'indice la valeur de référence, c'est-à-dire à l'année de base, elle est de 1000, d'accord, ou bien 10 000, allez, mettons 10 000 par exemple, ok. Donc ça fait donc une valeur de 10 530. Calculons maintenant la valeur de l'indice la période suivante. On fait la même chose, donc le cours à l'instant 2 multiplié par le nombre d'actions, plus le cours de Y à l'instant 2 fois nombre d'actions, plus même chose, 110 fois 1 million pour la valeur Z, divisé par les cours à l'instant 1, pardon, les cours à l'instant 0, excusez-moi, donc 95 fois 300, plus 105 fois 500, plus 100 fois 1 million. Le tout divisé encore une fois, multiplié encore une fois par la valeur de base qui est égale à 10 000. Donc ça nous donne donc une valeur de 10 359, alors que la période précédente, elle était à 10 530.
Tout simplement parce que on constate ici qu'entre T1 et T2, la plupart des actions, ils ont chuté. Donc X, il a chuté de 102 à 100, Y, il a chuté de 100 à 95, alors que Z, il est resté au même niveau, à savoir 110. Il en résulte donc une rentabilité. On peut calculer la rentabilité. C'est la valeur de l'indice aujourd'hui, c'est la rentabilité du marché, la fameuse rentabilité espérée dans le modèle du MEDAF. Donc c'est la valeur de l'indice à l'instant 2 moins la valeur à l'instant 1 divisé par la valeur à l'instant 1. Ça nous donne une rentabilité négative de moins 1,63. Donc ça, c'est pour un indice qui est pondéré par la capitalisation boursière. Alors on va voir maintenant, on fait les calculs dans le cas d'une pondération par le flottant. Alors on va faire la même chose, sauf qu'on ne va retenir que la capitalisation flottante. C'est-à-dire que je vais prendre les mêmes valeurs, d'accord? Mais à chaque fois, je vais multiplier par le flottant. C'est-à-dire pour la valeur X, je vais multiplier par 80%. Pour la valeur Y, je vais multiplier par 50%. Pour la valeur Z, même chose, je vais multiplier par le flottant. Et au dénominateur, je vais faire la même chose. Je multiplie toujours à chaque fois par le flottant. Voilà. Et dernière, multiplié par 75%. Voilà. Donc j'obtiens donc 10 639. Même chose pour l'instant 2, la période 2. Je vais également modifier les capitalisations en les ajustant par le flottant. Voilà, 50. Et pour le dernier, je multiplie par 75. Pour le dénominateur, je multiplie également par 80%, puis par 50, puis voilà, par 75. Et donc, je calcule ma rentabilité. Donc, il est de moins 1,31%. Alors, donc, on voit bien ici que cette rentabilité négative, il a été atténuée par le fait qu'on a utilisé le flottant. Pourquoi? Parce que la valeur qui a subi la plus forte baisse, c'est entre T1 et T2. C'était la valeur Y. D'accord? Donc Y, il est passé de 100 à 95. OK? Et cette valeur-là, son flottant, il est faible. D'accord? Donc cela a donc permis donc de diminuer donc l'impact négatif de la baisse, d'atténuer un peu la rentabilité négative qui était observée initialement et qui était de moins 1,63. Il est passé à moins 1,31 grâce donc au fait que la pondération de Y de l'indice a baissé suite à l'application d'un flottant de 50%. Alors, on va voir maintenant un exemple de calcul du facteur de plafonnement. Donc, on a vu l'impact du flottant. On va voir maintenant l'impact du facteur de plafonnement. Donc, ça veut dire si on a une valeur dont la pondération de l'indice dépasse 20%, comment on doit la plafonner? Comment on doit procéder pour la plafonner à 20%? Alors, prenons un exemple. Supposons que la capitalisation flottante totale de l'indice est de 100 milliards de dirhams et qu'une seule valeur dépasse le point maximal de 20%. La capitalisation flottante de cette valeur est de 24 milliards, correspondant à 24 millions de titres, avec un prix de 2000 dirhams et un facteur flottant de 0,5. Son poids théorique est de 24%. Donc nous avons ici un indice dont la capitalisation totale et flottante est de 100 milliards. Donc le problème du flottant ne s'oppose pas. D'accord? On a pris ici en considération que le flottant. Mais nous avons une seule valeur, une seule entreprise dont la capitalisation flottante dépasse les 20%. C'est-à-dire qu'elle dépasse les 20 milliards. C'est le cas de cette entreprise qui a 24 milliards. Cette entreprise qui a 24 milliards de capitalisation flottante correspondant à 24 millions fois 2 millions, ça fait 48 milliards, multiplié par 0,5, ça fait 24 milliards. Donc 24 milliards par rapport à
100, ça fait 24%, ça dépasse les 20%. Le seuil à ne pas dépasser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire donc pour plafonner cette valeur? On doit procéder en 3 étapes. Donc, la première étape, il faut déterminer la capitalisation flottante totale à retenir. Donc, on a une capitalisation flottante de 100 milliards, mais ce n'est pas cette capitalisation qu'on doit retenir. D'accord? On doit retenir une capitalisation qui va nous permettre de plafonner cette valeur à 20%. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on sait que 100 milliards moins 24 milliards, qui est égal à 76 milliards, d'accord? Ça doit représenter, normalement, ça doit représenter 80%. D'accord? C'est-à-dire, une fois qu'on aurait exclu l'entreprise qui dépasse les 20%, d'accord? Le reste, ça doit représenter 80%. D'accord? Donc, j'ai 76 milliards, ça correspond à 80%. OK? Je chercherai donc la capitalisation flottante totale à retenir qui doit correspondre à 100%. Et donc, en utilisant la règle de 3, j'obtiendrai donc capitalisation flottante totale à retenir et serait égal à 76 divisé par 0,8 par 80%, qui est égal à, si je fais donc le calcul, donc 76 divisé par 0,8, ça fait 95. D'accord? Donc 0,16 divisé par 96 divisé par 0,8, ça fait 95. Donc la capitalisation flottante totale à retenir, ce n'est plus 100 milliards, mais c'est seulement 95 milliards. Donc, à partir de là, je peux calculer la capitalisation flottante retenue pour la valeur qui est soumise au plafonnement. Donc, la valeur qui est soumise au plafonnement, il ne doit plus représenter que 20% de cette capitalisation retenue. C'est-à-dire que cette capitalisation flottante pour cette valeur soumise au plafonnement, elle est égale à 95 multiplié par 20%. C'est le maximum à ne pas dépasser. Donc, ça fait donc 19 milliards. OK? Donc, on peut en déduire, à partir de là, on peut en déduire le facteur de plafonnement qui a été implicitement utilisé pour plafonner cette valeur. Donc, on a ramené cette valeur de 24 à 19 en la multipliant par un facteur de plafonnement. Et donc, ce facteur de plafonnement, il est tout simplement égal à 19 sur 24. Il est égal à 0,79. D'accord? Donc 19 sur 24, ça fait 0,79. Donc on a plafonné cette valeur, on va plafonner cette valeur dans l'indice en multipliant sa capitalisation flottante par 79%. D'accord? Et c'est ce qui est fait dans la pratique, par exemple, pour le calcul des indices. Alors, on va voir au moment de la création du MASI ou du MADEX, vous allez voir les capitalisations et les plafonnements qui ont été effectués. Alors, pour le cas, par exemple, du MASI, regardez, donc vous avez ici, au niveau de ce fichier Excel, vous avez pour la Etisalat al-Maghrib à l'époque, c'est Maroc Télécom, il avait un poids de 21,65. On l'a plafonné à 20% en la multipliant par un facteur de plafonnement qui est inférieur à 1. Par contre, pour les autres valeurs, ils ne dépassent pas les 20%. On leur avait appliqué tout simplement un facteur de plafonnement qui est égal à 1. Même chose pour le MADEX. Alors, regardons maintenant le MADEX. Alors, pour le MADEX, c'est toujours Maroc Télécom qui dépasse. Il avait une pondération de 26%. Il a été ramené à 20% en la multipliant par 0,68. On avait initialement, alors regardez pour l'ONA, qui a été radié de la bourse, et il n'est plus coté en bourse. L'ONA, il avait une capitalisation de 18%. Mais malgré ça, on lui a appliqué
un facteur de plafonnement qui est inférieur à 1. On a plafonné cette valeur, même à 18%. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aurait plafonné Maroc Télécom, d'accord? Une fois qu'on aurait plafonné Maroc Télécom à 20%, l'entreprise suivante, l'ONA, avec sa capitalisation boursière flottante, il va dépasser les 20% suite au plafonnement de Maroc Télécom. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de plafonner les deux, Maroc Télécom et l'ONA à 20%, en les multipliant par les facteurs de pondération de 0,68 et 0,99 respectivement. Pour les autres valeurs, elles gardent le même facteur et ils gardent la même capitalisation, d'accord? Et donc ils gardent donc et pour les autres valeurs, on a utilisé un facteur de plafonnement qui est égal à 1. On n'a pas été obligé de les plafonner parce qu'ils ne dépassent pas les 20%. Donc voilà donc en ce qui concerne les indices boursiers de la bourse de Casablanca et leur méthodologie de calcul. Je vous propose que l'on s'arrête à ce niveau-là. Et donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va la consacrer à la technicité des opérations de bourse. Plus précisément, on va voir le déroulement séquentiel d'une opération de bourse, les différents modes de cotation, continu et fixing, et les différents ordres boursiers qui sont utilisés au niveau de la bourse de Casablanca. Donc, je vous dis donc au revoir et à la séance prochaine, Inch'Allah.